Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire consacré au MOOC d'aide à l'orientation qui s'intitule La formation par apprentissage dans l'enseignement supérieur. Nous avons le plaisir d'accueillir Christelle Ribera et Vincent Salor qui représentent l'Université de Montpellier et le Centre de formation d'apprentis NSUPLR. Bonjour Christelle et Vincent. Bonjour. Bonjour. Alors avant de commencer, quelques informations et consignes. Ce webinaire va durer jusqu'à 11h25 et sera enregistré. Une heure après la fin de ce webinaire, un mail vous sera envoyé automatiquement avec les procédures pour ouvrir un compte sur la plateforme Fun et l'URL du MOOC qui vous est présenté. Ultérieurement, à la fin de la semaine, vous allez recevoir un lien vers la chaîne YouTube avec l'enregistrement vidéo de ce webinaire. Durant ce webinaire, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat sur votre droite. Nous allons les relayer à l'oral afin que tout le monde puisse profiter des réponses une fois que la présentation sera terminée. Et maintenant, je passe la parole à nos intervenants. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire de présentation du MOOC de la formation par apprentissage dans l'enseignement supérieur. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est de faire un temps de questions à la fin de la présentation, qui aura à peu près une durée de 20 à 30 minutes. Et donc, lors de cette présentation, on va vous présenter ce que c'est une formation par la voie de l'apprentissage. On va vous présenter également les avantages et les inconvénients de ce dispositif en contrat d'apprentissage, les démarches à effectuer si vous souhaitez vous inscrire dans une formation en apprentissage, les conseils pour organiser sa recherche d'entreprise, puisqu'on verra qu'un contrat d'apprentissage, ça passe par une recherche de contrat et du coup d'entreprise. Et on passera après par un temps de questions. Donc, tout d'abord, la formation par apprentissage, les particularités du contrat, c'est que l'apprenti a le double statut. Vous serez à la fois étudiant, donc avec tous les avantages liés au statut d'étudiant, et également salarié. Il faut bien noter ce mot de salarié, parce qu'en tant que salarié, vous aurez notamment des devoirs vis-à-vis de l'entreprise, et notamment un des devoirs, c'est surtout le temps de présence en centre de formation, puisque comment il faut prendre le contrat d'apprentissage, c'est dans le sens où il y a un employeur qui vous embauche et cet employeur vous envoie en formation. Et donc, le temps de formation est donc du temps lié à l'entreprise et donc les rémunérations sont versées et autres. Donc, on le verra par la suite. Mais donc, ce devoir est très important, ce devoir de présence qui est lié au droit du travail. Donc, c'est un point très important à assimiler. Le contrat d'apprentissage, il peut être signé jusqu'à 3 mois avant la date de rentrée. Donc ça, c'est pour vous faciliter la recherche d'un contrat, aider aussi à l'embauche des entreprises. Donc souvent, on le sait, les formations par la voie de l'apprentissage démarrent en septembre-octobre. Donc ça permet à l'employeur de vous avoir sur la période estivale, juillet et août, pour débuter votre contrat. Pour vous, ça vous permettra également de passer la période d'essai, puisque la période d'essai en apprentissage, c'est 45 jours pratiques en entreprise. Les jours de formation ne sont pas comptabilisés dans la période d'essai. Donc, c'est un point important, puisque les jours de formation ne sont pas décomptabilisés de votre période d'essai. Si vous êtes en arrêt de travail, par exemple, c'est pas décomptabilisé de votre période d'essai. Si vous êtes en congé payé lors de votre période d'essai, bon, c'est plus rare, mais c'est pas décomptabilisé de votre période d'essai. Donc, ces périodes d'essai avec les rythmes d'alternance entre la formation et l'entreprise peuvent repousser cette période plus ou moins loin dans le contrat. Donc, bien faire attention puisque durant cette période d'essai, que ce soit vous ou l'employeur, pouvez rompre unilatéralement le contrat sans motif et sans préavis. Donc voilà, donc vous pouvez signer votre contrat 3 mois avant et ça, c'est un point important. La durée de travail en apprentissage, c'est 35 heures par semaine. Donc, vous ferez 35 heures en entreprise et en formation également, puisque vous êtes rémunéré sur la base d'un 35 heures. Certains contrats peuvent être sur 39 heures, puisqu'il y a
il y a des entreprises qui ont des rythmes de travail sur 39 heures. Et donc, les 4 heures en plus des 35 heures vous seront rémunérés en heures supplémentaires ou récupérées ultérieurement. Vous n'êtes plus dans un dispositif scolaire à proprement parler, c'est-à-dire vous n'aurez plus de congés universitaires et donc vous aurez droit aux congés payés et les droits aux congés payés par le Code du travail ou de l'entreprise s'ils sont plus avantageux. Vous avez également droit à tous les avantages liés à l'entreprise. Hein. Par exemple, si l'entreprise a un CE, un comité d'entreprise, donc vous pouvez en bénéficier. Si l'entreprise propose, en fonction des domaines d'activité et des missions, par exemple une voiture de fonction, ou une voiture de service, une mutuelle d'entreprise aussi, on va vous proposer. Voilà, tous les avantages liés à l'entreprise, vous y aurez le droit puisque vous êtes salarié à part entière et il faut faire vraiment la différence entre le contrat d'apprentissage et par exemple un stagiaire qui n'est pas dans les effectifs de l'entreprise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, par rapport à votre statut de salarié, hein, la présence obligatoire en cours, hein, ça c'est inévitable, il faut être présent en cours. Si vous devez être absent lors d'une période de formation, il va falloir justifier de cette absence comme vous le feriez sur une période d'entreprise. Et donc, notamment, un des justificatifs valables par le Code du travail, c'est par exemple un arrêt de travail. Donc, si vous êtes malade, vous ne pouvez pas vous rendre à la formation, vous devez aller chez le médecin, vous faire prescrire un arrêt de travail et le communiquer à votre employeur et également à votre centre de formation pour justifier de l'absence et pour que vous n'ayez aucun impact, notamment sur votre rémunération, puisqu'une absence injustifiée pourrait inclure un retrait de rémunération par l'entreprise. Pour justifier de cette présence en centre de formation, la plupart des centres de formation, mais c'est une obligation hein, de justifier du temps de présence, donc soit utilisent des systèmes de pointage. Nous, à l'université de Montpellier et dans les universités partenaires où on dispense de la formation par l'apprentissage, c'est un système de pointage, donc avec une carte étudiant où vous badgez pour décompter votre temps de présence. Mais d'autres centres de formation utilisent des feuilles d'émargement pour justifier de votre temps de présence. Et tout ça est généralement remonté à l'entreprise pour justifier votre temps en formation. Donc, sur le calendrier d'alternance, les calendriers d'alternance sont propres à chaque formation. Donc, chaque formation construit son calendrier d'alternance et notamment en fonction des besoins de l'entreprise et des possibilités aussi pratiques dans le centre de formation. Donc, vous pouvez avoir des calendriers d'alternance en 3 jours, 2 jours, une semaine, 2 semaines, 2 semaines, des rythmes beaucoup plus longs, 5 à 6 semaines et 5 à 6 semaines en entreprise. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ça, c'est construit par la formation et le centre de formation dans lequel vous candidaterez et dans lequel vous effectuerez votre formation. Sur ce calendrier d'alternance, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la rémunération en apprentissage que l'on verra par la suite vous est versée, que ce soit en formation ou en entreprise. Hein, vous avez la même rémunération chaque mois. Vous avez des congés payés à poser sur ce calendrier d'alternance. Et ça, c'est à voir avec votre entreprise, puisque les congés payés sont à prendre sur le temps en entreprise. Vous ne pourrez pas poser vos congés payés sur le temps en formation. Ces calendriers d'alternance sont généralement fixés à l'avance pour que vous puissiez démarcher les entreprises et proposer ce calendrier d'alternance à l'entreprise, puisqu'il faut qu'il convienne également à l'entreprise. Chaque calendrier est propre à une formation et vous n'avez pas de calendrier généralement personnalisé, même si ça peut être, dans certains cas de figure, une pratique, mais généralement, ça va être un calendrier propre à chaque formation que vous ne pourrez pas faire bouger. Voilà, après sur la date de fin de contrat, il y a la possibilité donc le contrat d'apprentissage doit inclure forcément une date de fin, puisque un contrat d'apprentissage, c'est soit un CDD, soit un CDI, mais dans la plupart des cas, ça va être un CDD, on le verra, je crois, par la suite. Cette date de fin, elle peut aller au plus tard
2 mois après la date de fin des examens du diplôme préparé. Donc ça, c'est une tolérance des OPCO, des opérateurs de compétences qui financent l'apprentissage aujourd'hui, mais c'est pas une obligation. Donc l'obligation, c'est au minimum que le contrat aille jusqu'à la date de soutenance ou la date de fin de diplôme, hein, les examens de fin d'année. Et après, il y a une tolérance jusqu'à 2 mois après. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le calendrier d'alternance. Et si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas à les poser sur le chat, on y répondra par la suite. Les avantages et inconvénients de l'apprentissage. Alors, pour moi, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, mais pour l'employeur, déjà, il y a pas mal d'avantages et c'est notamment des arguments que vous pourriez mettre en avant quand vous serez en recherche d'une entreprise d'accueil. Les employeurs, ils aiment bien passer par le contrat d'apprentissage puisque c'est une véritable phase de pré-embauche, hein, puisque c'est une grosse période d'essai pour eux, hein, suivant la typologie de votre contrat, et si c'est 1 an, 2 ans ou 3 ans de contrat, ça permet vraiment de vous tester et après de vous proposer soit un CDD, soit un CDI par la suite. C'est aussi pour l'employeur un recrutement de jeunes rapidement opérationnels, hein, puisque vous avez des compétences, vous avez des savoir-être, des savoir-faire que vous pouvez mettre en place dans le monde de l'entreprise. Et généralement, les employeurs sont intéressés par les contrats d'apprentissage. Également, pour l'employeur, ça permet de former vraiment aux valeurs de l'entreprise et au process de l'entreprise, puisque vous avez des profils généralement juniors, vous n'avez pas été formaté par une ou l'autre entreprise, donc forcément, ils vont pouvoir vraiment vous former à leurs attentes et derrière avoir un salarié pleinement opérationnel pour un CDI ou un CDD. Autres avantages actuellement en vigueur pour l'employeur, il y a une aide exceptionnelle de l'État qui est de l'ordre de 6 000 € actuellement pour l'embauche d'un salarié, d'un apprenti, pour toutes les entreprises en dessous de 250 salariés. Au-dessus de 250 salariés, il y a certaines conditions et notamment des pourcentages de contrats aidés dans l'entreprise. Donc ça, c'est un calcul à faire par l'entreprise, mais généralement, les entreprises de 250 salariés ont l'habitude et ont ce calcul en tête. Mais voilà, vous pouvez, l'entreprise peut prétendre à une aide de 6 000 € qui réduit considérablement le budget alloué à votre contrat. Donc, c'est une sacrée aide de l'État et les entreprises sont vraiment intéressées par cette aide-là. Et après, il y a également des aides pour les apprentis en situation de handicap. Il faut savoir que dans chaque centre de formation, donc dans chaque CFA, il y a un référent handicap. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre CFA où vous candidatez si vous êtes dans une situation de handicap pour avoir les explications sur les aides allouées à cette situation. Excusez-moi. Pour l'apprenti, voici les différents avantages. Donc, avantage non négligeable, c'est que vous préparez le même diplôme qu'un étudiant classique, hein, sans apprentissage, mais ce diplôme est valorisé par une expérience professionnelle, donc une ligne supplémentaire sur le CV qui est encore plus valorisée qu'une période de stage. Donc, ça sera d'autant plus regardé dans vos recrutements futurs et dans vos candidatures futures auprès des employeurs. Donc ça, c'est un sacré avantage d'avoir un diplôme plus une expérience professionnelle. Autre avantage pour vous, vous allez avoir un salaire mensuel, hein, je l'ai dit. Donc être payé pour faire ces études dans le domaine d'activité que l'on aime et que l'on souhaite pratiquer à l'issue de ces études, c'est un réel avantage, hein, puisque bon nombre d'étudiants travaillent à côté pour financer leurs études et ça vous évite d'avoir ce travail à côté pour financer vos études qui n'est pas en lien direct avec votre formation. Donc là, une expérience professionnelle, un diplôme, un salaire et derrière
une meilleure employabilité sur le marché du travail. Donc voilà, il y a un gros avantage à faire aujourd'hui ces études en apprentissage, et d'autant plus que bon nombre de formations se montent maintenant en apprentissage. Il faut vous renseigner, mais il y a énormément d'aides au logement, au transport pour les apprentis qui sont des aides différentes des aides étudiantes. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Il peut y avoir des aides locales sur votre ville. Donc n'hésitez pas vraiment à solliciter tous les services pour connaître ces aides-là au transport et au logement. Les inconvénients, et il faut mesurer ça, en apprentissage, vous aurez un rythme de travail qui sera beaucoup plus soutenu, puisque, comme je vous l'ai dit, vous aurez un contrat de travail plus une formation. Donc, pour certaines personnes, c'est plus facile de jongler entre ces deux activités, formation plus activité professionnelle. Mais pour d'autres, ça peut être compliqué de se mettre dans ce rythme-là, puisque vous allez avoir du travail à produire probablement en formation. Et en plus de ça, vous allez devoir penser également, vous aurez dans votre tête votre emploi et les missions que vont vous confier votre entreprise. Donc c'est un rythme de travail soutenu, il ne faut pas le négliger et il faut en prendre conscience. Les inconvénients aussi dans certains cas de figure, il faut aussi en prendre connaissance. C'est souvent la distance entre le lieu de formation et l'entreprise, puisque pour ceux qui sont chanceux, ils trouveront leur entreprise proche de leur centre de formation, mais pas tous les contrats sont proches de leur centre de formation et des fois, il y a besoin de s'éloigner, il y a besoin d'avoir de la mobilité sur le territoire pour trouver son contrat. Et donc, il faut mesurer ça, notamment sur le point de vue financier. L'éloignement, ça a un coût, les transports et l'hébergement, des fois 2 logements pour les apprentis. Donc, il faut vraiment en parler avec votre famille pour voir si tout ceci est supportable. Et l'éloignement, ça a un deuxième inconvénient, c'est la fatigue, puisque vous allez avoir des déplacements à faire. Donc tout ça, il faut le mesurer et en parler avec sa famille pour voir si c'est soutenable. Mais moi, de mon point de vue, je vous encourage à la mobilité, puisque c'est comme ça que sont trouvés bon nombre de contrats d'apprentissage. Donc n'hésitez pas à bouger sur le territoire plus ou moins loin pour trouver votre contrat. En apprentissage, il n'y a plus de bourse, puisque vous touchez un salaire. Donc pour moi, c'est pas vraiment un inconvénient, mais bon, il faut le préciser parce que certains étudiants ont réussi à continuer leur bourse, mais souvent ils sont rattrapés après. Donc ne faites pas l'erreur de ne pas suspendre vos bourses parce que souvent c'est à vous de faire la démarche et généralement on vous rattrape et on vous demande les sommes à la fin. Et plus de congés scolaires. Et du coup, là, des congés payés, comme j'en ai parlé tout à l'heure, et des congés payés en entreprise qui sont à prendre sur le temps entreprise, sur le calendrier d'alternance. Les démarches à effectuer pour rentrer en apprentissage, il faut déposer un dossier de candidature, plusieurs plateformes possibles. Donc là, on est dans l'enseignement supérieur. Si vous êtes en bac, forcément, ça passe par la plateforme Parcoursup. Vous allez faire vos vœux d'affectation et notamment, il y a des vœux par la voie de l'apprentissage. Donc, faites bien attention, il y a les diplômes en formation initiale et il y a également les diplômes par la voie de l'apprentissage. Vous avez certaines plateformes de recrutement internes dans les universités ou les lycées qui proposent ces formations-là. Donc, par exemple, nous, à l'université, on a e-candidat sur certaines licences pro qui existent. Mais chaque université gère ses recrutements différemment et chaque établissement gère ses recrutements différemment. Donc, il faut vous rapprocher du centre de formation pour voir les modalités. Pour les masters, il y a maintenant un site national également, c'est Mon Master. Donc, il faudra également passer par cette candidature sur ce site internet. Une fois l'entreprise trouvée, il faudra informer votre établissement. Donc ça, il faut voir par quel
biais ils passent pour que vous puissiez les informer. Nous, par exemple, dans notre CFA, on a une plateforme de recrutement et donc on vous donne des liens et vous candidatez directement dessus et les entreprises peuvent inscrire le souhait. Ce qui va être regardé, c'est bien entendu les missions qui vous seront confiées et elles seront étudiées par une équipe pédagogique pour valider si les missions sont conformes avec les attentes du diplôme et pour pas vous mettre dans un contrat d'apprentissage où les missions ne sont pas conformes avec les attentes du diplôme. Donc ça, c'est un point important des centres de formation, de vérifier ces missions confiées. Et ensuite, il faudra signer votre contrat d'apprentissage donc avec votre employeur et le CFA signe sa partie réservée à la formation. Et ensuite, il faut également s'inscrire à la scolarité de l'établissement si l'établissement est un CFA hors mur comme le nôtre, hein, puisque un CFA hors mur, je le rappelle, c'est un CFA qui dispense des formations dans des établissements partenaires. Et un CFA dans les murs, c'est un CFA qui dispense des formations en son sein. Donc, par exemple, des CFA par exemple, de la Chambre des métiers, des CFA de la CCI, c'est des CFA dans les murs, où là, les formations sont dispensées dans les locaux du CFA et donc vous vous inscrivez directement au CFA. Quelques conseils pour organiser votre recherche de contrat d'apprentissage, hein. Il faut savoir que dans le MOOC, ça sera vraiment développé, ces conseils-là. Mais là, on vous donne quelques petits conseils que vous verrez et que vous aborderez dans le MOOC. Donc déjà, il faut vraiment identifier votre formation souhaitée, faire un petit tour de ce qu'attend la formation et quelles entreprises elle attend et quelle mission la formation attend de vous. Et par rapport à ça, il va falloir recentrer votre recherche vers tel ou tel domaine ou telle entreprise en fonction de la recherche de la formation. Définissez-vous une zone géographique sur votre recherche, donc ne partez pas dans tous les sens. Et sur cette zone géographique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pensez à voir tous les aspects financiers, déplacements, voir si ça vous correspond. Le double logement, donc c'est des points super importants pour votre recherche d'un contrat d'apprentissage. Ensuite, préparer des outils de candidature, CV, lettre de motivation, c'est important. Donc, les centres de formation, généralement, peuvent vous accompagner sur l'établissement du CV, lettre de motivation. Vous avez aussi les missions locales qui peuvent vous accompagner sur l'établissement des CV et lettres de motivation. Si vous êtes inscrit dans une université, il y a dans toutes les universités des services communs universitaires de l'insertion et la professionnalisation, des SKIO-IP, comme on les appelle, qui peuvent vous aider au CV et l'aide de motivation. Si vous êtes dans des établissements type lycée, il y a probablement des personnes, alors ça je ne sais pas, hein, mais je m'avance un peu, mais il y a probablement des personnes qui travaillent sur ce sujet-là et qui peuvent vous accompagner sur les CV et l'aide de motivation. Tout ça pour vous dire, essayez d'être accompagné et faire vérifier vos outils de candidature avant de les diffuser auprès des entreprises dans lesquelles vous candidateriez. Autre conseil, quand on commence à candidater, créez-vous un tableau de suivi de ces candidatures, tout simplement parce que vous allez en faire une, puis deux, puis 5, puis 10 de candidatures, et au final, vous allez perdre le fil et vous ne saurez plus à qui vous avez candidaté, quand vous avez candidaté, comment et par quel biais vous avez candidaté. Et tout ça, c'est des données importantes, notamment pour relancer l'employeur s'il vous a pas répondu à votre candidature, savoir quel est votre interlocuteur, et ça sera des données importantes aussi lors de l'entretien d'embauche. Donc, c'est essentiel de se créer un tableau de suivi de vos candidatures. Après, sur les candidatures, donc, il faut candidater aux offres d'emploi que l'on voit sur les différents sites d'emploi qui se trouvent sur Internet, et également candidater de manière spontanée aux offres, hein, aux entreprises, puisque bon nombre de contrats qui se signent aujourd'hui passent par des candidatures spontanées et il n'y a aucune offre qui est diffusée au préalable sur Internet. Donc, il faut vraiment aller taper à la porte de l'entreprise ou aux organismes publics pour obtenir votre futur contrat.
Ne négligez pas aussi les réseaux sociaux professionnels et notamment un réseau qui fonctionne bien, LinkedIn, où aujourd'hui, bon nombre de recruteurs sont sur ce réseau-là pour trouver leur future candidature et diffusent également de l'information sur des campagnes de recrutement en alternance, notamment sur les grands groupes. Donc, c'est important d'être sur ces réseaux-là et d'être en lien avec des recruteurs, des centres de formation pour avoir de l'information sur des recrutements ou sur des offres d'emploi futures. Et donc, dernier point, et qui est un point essentiel, donc toujours une candidature, il faut toujours la relancer. Si vous n'avez pas un retour, sous 7 à 10 jours, vous relancez l'employeur pour savoir où ça en est et si vous allez avoir un retour, s'il est négatif ou positif, mais au moins ça vous permet de passer à autre chose. Si c'est négatif, voilà, vous le rayez. Si c'est positif, vous allez continuer votre processus de recrutement avec cet employeur. Voilà, j'en ai fini de ma présentation. Ce que je vous propose, c'est de prendre un temps pour les questions et répondre du coup à toute question que vous auriez. On va laisser la parole donc à nos community managers qui vont relayer les questions. Nous avons une question de Véronique. Quel âge minimum pour avoir ce contrat d'apprentissage? L'âge minimum pour faire un contrat d'apprentissage, c'est être âgé de 16 ans. Linda a posé la question. Est-ce que l'entreprise peut payer entièrement une école privée? Alors, sur la question du financement, il y a plusieurs pratiques. C'est-à-dire que déjà, il va falloir voir le type d'employeur que c'est. Si c'est un employeur public, il y aura un financement de la formation par l'employeur public. Il va falloir qu'il s'acquitte des coûts de formation pour son apprenti. Pour un employeur privé, ça sera l'opérateur de compétences qui va financer un niveau de prise en charge de la formation ce niveau de prise en charge qui est défini par les branches professionnelles. Ce niveau de prise en charge, généralement, ne couvre pas les coûts réels de la formation et donc certains établissements demandent une participation à l'entreprise à hauteur du coût réel de la formation et donc de financer la différence entre le financement du niveau de prise en charge de l'OPCO et le coût réel de la formation. Donc, il se peut que l'entreprise d'accueil ait une facture de la part du centre de formation pour couvrir ses coûts de formation. Mais dans tous les cas, ces coûts de formation ne seront jamais demandés auprès de l'apprenti. Alors, lorsque l'on se prédestine au métier d'enseignant, existe-t-il une possibilité d'alternance pendant les études? En fait, là, nous, on ne pourra pas vous répondre. Il faut voir si une formation par la voie de l'apprentissage existe pour les métiers d'enseignement. Je ne suis pas sûr, à ma connaissance, j'en ai pas en tête, mais peut-être qu'en France, il y a une formation qui s'est montée par la voie de l'apprentissage sur ces métiers-là et ces domaines-là. En tout cas, l'université de Montpellier, non, ça ne se pratique pas en apprentissage. C'est pour ça que du coup, on ne peut pas vous répondre entièrement à un non. Il faut vraiment vous renseigner auprès de la formation que vous souhaitez faire et savoir s'il y a une possibilité de faire la formation en apprentissage. Est-ce que les étudiants internationaux peuvent avoir les contrats d'apprentissage? Donc, les étudiants étrangers, ils peuvent tout à fait accéder à la formation en France, mais cela dépend de leur situation administrative et de certaines conditions. Et il faut donc notamment justifier d'une autorisation d'exercer une activité professionnelle, donc l'autorisation de travail. Nous avons une question de Catherine. Les périodes d'accueil et d'inscription en formation suivent-elles le calendrier scolaire ou universitaire? Démarrage en septembre-octobre. Merci. Les calendriers, en fait, sont propres à chaque formation, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Donc, ils ne suivent pas un calendrier forcément. Enfin, la plupart des formations sont ouvertes sur des calendriers scolaires, mais il peut y avoir des formations qui se montent en cours d'année. Ça, j'en ai pas connaissance. Et le calendrier est propre à chaque formation. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Après, en général, c'est vrai que les calendriers ils se calent quand même sur les enfin, si c'est à l'université, en tout cas sur le calendrier universitaire. En général, les rentrées se font entre septembre et octobre et se finissent en juin-juillet. Mais dès lors que vous avez un contrat d'apprentissage,
dès lors qu'il n'y a plus de période de formation, vous êtes en entreprise pour la durée du contrat qui aura été signé. Quel est le délai en cas de rupture du contrat à la demande de l'apprenant? Merci. Alors, le délai, la question n'est pas complète, je pense, mais je vais partir du principe que c'est le délai pour chercher un nouvel employeur. Donc, si c'est ça, donc si vous êtes dans le cas où vous avez signé un contrat d'apprentissage et que votre contrat est rompu, vous avez en fait 6 mois pour chercher un nouveau contrat. Donc ça, c'est le cadre réglementaire qui vous accorde ces 6 mois. Et donc, pendant ces 6 mois, vous serez placé sous statut SFP, donc stagiaire de la formation professionnelle. C'est un statut qui vous couvrira en tant qu'apprenti et sans entreprise au niveau de votre centre de formation. Et pendant ces 6 mois, il faudra bien entendu rechercher une nouvelle entreprise, puisqu'au bout de ces 6 mois, vous ne serez plus sous ce statut-là. Et donc, l'établissement de formation devra statuer sur soit vous rebasculez, si vous n'avez pas trouvé un contrat d'apprentissage, en formation initiale classique, soit vous serez sorti des effectifs et vous ne pourrez pas poursuivre votre formation et donc abandon de la formation. Donc, je ne sais pas si c'était ça la question. En tout cas, si c'est ça, voilà la réponse. Nous avons une question de Mbaye. Y a-t-il des organismes dans les universités pour nous accompagner sur nos lettres de motivation et sur nos CV, s'il vous plaît? Merci. Donc, c'est ce que je vous ai précisé dans ma présentation. Dans les universités, il y a les services communs universitaires d'insertion professionnelle, les SCUOIP, qui vous accompagnent sur l'insertion professionnelle, mais également l'établissement ou la refonte de vos outils de candidature, CV et lettre de motivation, et également vous prépare à l'entretien d'embauche. Alors, est-ce que pour la recherche d'alternance et d'école, on doit présenter un même CV que pour la recherche d'entreprise? On doit mettre en avant les compétences pour l'école et les formations suivies? Merci. Alors, sur le CV, à vous de voir. Alors, certaines formations vous demandent des CV un peu particuliers, donc notamment très très simplifiés. C'est peut-être pas le CV qui passera le mieux en entreprise. Donc, suivant la demande de la formation, il faudra inévitablement faire 2 CV. Mais sinon, le CV que vous avez pour votre formation, ça peut être le même pour votre entreprise, puisque vous allez détailler vos expériences professionnelles, vos formations, vos centres d'intérêt, vos compétences. Mais effectivement, un outil de candidature, vous pouvez le modeler en fonction de la candidature, comme vous pourriez le faire en fonction de l'employeur visé. Si vous avez beaucoup d'expérience, vous pourriez modeler votre CV et faire ressortir certaines compétences attendues. Voilà, donc ça, c'est à vous de voir comment vous souhaitez le travailler. Mais vous pouvez avoir un même CV ou avoir 2 CV, un CV formation ou un CV et un CV entreprise. Une question de Catherine. Ces formations en apprentissage relèvent-elles nécessairement de la formation initiale ou peuvent-elles se faire dans le cadre de la formation continue, dans le cadre d'une reconversion? Le contrat d'apprentissage relève en général de la formation initiale et c'est plutôt le contrat de professionnalisation qui relève plutôt de la formation continue. Est-ce que l'école qui propose une formation en contrat d'apprentissage allège le programme des enseignements ou exige un peu moins de devoirs? Non, en général, les formations qui proposent de l'apprentissage sont les mêmes que les étudiants qui poursuivent un cycle classique. En tout cas, pour l'université, c'est comme ça et du coup, il n'y a pas forcément un allègement de ces formations. Après, le calendrier est progressif et du coup, les cours sont calés, mais en général, voilà, le travail ne sera pas moindre parce que vous êtes en apprentissage. Mélinda demande, est-ce qu'en entreprise, si on utilise des logiciels qui nécessitent un abonnement, l'entreprise peut le payer ou c'est à notre charge? Alors, si c'est dans le cadre de l'entreprise et que vous en avez besoin dans le cadre de votre travail en entreprise, l'entreprise doit vous financer ce logiciel, bien entendu. Ce n'est pas à vous à le financer.
Je vous remercie Vincent et Christelle d'avoir répondu à toutes ces questions. A priori, nous n'avons plus de questions de la part de notre audience. Je vous propose de nous quitter quelques minutes en avance. Merci à toutes et à tous de vous être connectés. Pour aller plus loin et poser d'autres questions, je vous invite à ouvrir un compte sur la plateforme Fun et à vous inscrire au MOOC, la formation par apprentissage dans l'enseignement supérieur.